Pendant 8 mois, un entrepreneur veuf a mené un combat contre quelque chose que tout l'or du monde ne pouvait résoudre, les cris nocturnes de ses propres enfants. Chaque aube, les jumeaux se réveillaient en panique, jurant voir une femme en gris qui voulait les emporter. Les psychologues ont baissé les bras, les nounous sont partis en larmes, jusqu'à ce que, alors que tout semblait perdu, une gardienne improbable entre dans cette maison. Et avec des histoires simples, des yeux attentifs et un cœur immense, elle a reconstruit ce que le deuil avait presque anéanti, le sentiment d'un foyer. La maison était immense, silencieuse et impeccable de l'extérieur. Mais à l'intérieur, à 3h15 du matin, tout s'effondrait. Julien a couru pieds nus dans le couloir sombre dès qu'il a entendu le premier cri. Et il est arrivé dans la chambre des jumeaux en sachant déjà ce qu'il y trouverait. Les lits vides, la fenêtre verrouillée et les 2 garçons recroquevillés sous le bureau, tremblants. « Elle était là, encore », murmura Léo. « Elle nous regarde. Elle veut nous prendre aussi », compléta Hugo, les yeux exorbités de peur. Julien a essayé de les approcher, mais ses fils ont reculé. À cet instant, ils ne faisaient même pas confiance à leur propre père. « Il n'y a personne ici, mes amours. Vous êtes en sécurité », dit-il, la voix brisée. Mais même lui n'y croyait pas. Et puis, comme toutes les autres nuits, le rituel épuisant commençait. Lait chaud, lumières allumées, histoires inventées. Et à la fin, le sol froid, où Julien s'allongeait à côté d'eux, priant pour quelques heures de sommeil. Julien Dubois n'avait jamais été un homme de faiblesse. Il avait fondé l'un des plus grands réseaux de cliniques du pays en partant de zéro. Affronter des crises économiques, des procès et des décisions multimillionnaires avec sang-froid et précision. Mais aucune de ces compétences ne servait à rien à 3h du matin, face à 2 enfants blottis sous une table, terrifiés par un fantôme qu'ils ne pouvaient pas voir. Veuf depuis 9 mois, Julien se surprenait encore à attendre d'entendre le rire d'Hélène résonner dans la maison. Elle était psychologue pour enfants et semblait née pour être mère. Quand les garçons faisaient des cauchemars, elle les accueillait avec un câlin et une demi-douzaine de mots magiques. Maintenant, avec son absence grandissant dans chaque recoin, Julien découvrait quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant, l'impuissance. Léo et Hugo, jumeaux identiques de 5 ans, étaient inséparables. Ils avaient toujours été des enfants actifs, souriants, pleins de questions. Jusqu'au jour où ils ont trouvé leur mère sans vie dans son lit un beau dimanche matin. Hélène avait succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Depuis, les nuits étaient devenues un champ de bataille. Julien a tout essayé. Thérapie, neurologue, changement d'alimentation, changement de chambre. Il a acheté de nouveaux jouets, installé des caméras, fait même venir des prêtres et des guérisseurs alternatifs. Mais rien n'empêchait ses fils de se réveiller en hurlant, nuit après nuit, toujours à la même heure, parlant toujours de la femme en gris. 5 nounous avaient déjà abandonné. La dernière est partie en pleurant, après avoir entendu l'un des garçons murmurer dans le noir « Elle va te prendre aussi ». Ce qui blessait le plus Julien n'était pas la peur de ses fils, ni sa propre fatigue. C'était leur regard vide pendant la journée. Les 2 avaient cessé de jouer. Ils riaient peu. Ils refusaient leur plat préféré. C'était comme s'ils avaient laissé leur enfance là, à côté du corps de leur mère, et n'étaient jamais revenus la chercher. Et c'est à ce moment-là, quand leur moindre geste douloureux faisait plus mal que n'importe quel diagnostic, que Julien a compris. Ce n'était plus une phase, c'était un abîme. Et il tombait avec eux. Julien n'a jamais voulu être un père parfait. Il voulait juste être suffisant. Après le départ d'Hélène, il a essayé d'assumer les 2 rôles, mais la vérité était trop brutale. Il ne savait pas comment faire. Il mélangeait les horaires des médicaments, se perdait dans les uniformes de l'école, coupait mal les fruits. Mais ce qui l'écrasait le plus, c'était de ne pas savoir comment atteindre le cœur de ses fils. Le souhait de Julien était simple, et pourtant impossible. Il voulait que les garçons se sentent à nouveau en sécurité, qu'ils dorment une nuit entière, qu'ils jouent dans le jardin sans regarder par-dessus leur épaule, que pendant quelques secondes, ils oublient que leur mère était morte en dormant. Plus que cela, il voulait sentir qu'il était encore capable de les protéger,
qu'il n'avait pas échoué en tant que père au moment le plus crucial. Chaque matin, en versant du café dans la tasse qu'Hélène utilisait, il se faisait la même promesse silencieuse. « Aujourd'hui, je vais y arriver ». Mais à la fin de chaque journée, épuisé, vaincu, il éteignait la lumière de la cuisine en se sentant moins homme, moins père. Sa douleur était silencieuse, déguisée en rapports, réunions et chiffres. Mais à l'intérieur, ce dont il rêvait vraiment, c'était d'entendre à nouveau le rire de ces garçons emplir la maison, de sentir l'odeur d'un gâteau dans le four, de les voir se salir de terre dans le jardin. Juste ça. Ce qui était autrefois normal semblait maintenant inaccessible. Une fois, Léo a laissé échapper une question que Julien n'a jamais oubliée. « Papa, si maman est morte en dormant, est-ce qu'on peut mourir aussi si on ferme les yeux ?» Julien s'est figé. Le café a refroidi sur la table. Il a essayé d'expliquer, de rationaliser. Mais comment apprend-on à un enfant que le monde continue même après que l'impossible s'est produit ? Que dormir est sans danger quand la personne qu'ils aimaient le plus est partie au milieu de la nuit. Et c'est à cet instant que le souhait de Julien a changé. Il ne s'agissait plus seulement de voir ses fils dormir, il s'agissait de leur donner une nouvelle vision du monde, un moyen de se sentir à nouveau en sécurité. Il voulait guérir sans savoir comment. Il voulait reconstruire sans savoir avec quoi. Il voulait une nouvelle chance, pas pour lui, mais pour Léo et Hugo, pour qu'ils puissent grandir en sachant que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un part. Il se transforme, et il peut revenir d'une autre manière. Mais où trouver quelqu'un pour aider deux petits garçons à y croire? À chaque nouvelle tentative de résoudre le problème de ses fils, Julien se sentait plus perdu. Cette semaine-là, il a engagé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes infantiles. Elle est arrivée avec des livres colorés, des jeux symboliques et un dossier rempli de diplômes. Elle a passé 1 heure avec les garçons et est repartie en disant qu'ils présentaient des symptômes de stress post-traumatique sévère et que l'idéal serait de commencer une médication légère. Julien l'a remercié, a payé la consultation et a complètement ignoré sa suggestion. 2 jours plus tard, ce fut le tour d'une nounou recommandée par une agence internationale. Elle avait travaillé pour des familles de diplomates, parlait 4 langues et dégageait une confiance en soi inébranlable. Elle a tenu exactement 72 heures. Elle est partie au milieu de la nuit après avoir entendu Hugo pleurer dans son sommeil, disant que la dame aux yeux gris était au plafond. Ses enfants ont besoin d'un traitement, pas d'une nounou, fut tout ce qu'elle dit avant de partir, le visage blême. Julien avait perdu le compte du nombre de fois où il avait entendu des variations de la même phrase, que ce n'était la faute de personne, que c'était normal dans un processus de deuil, que tout passerait avec le temps. Mais là, le temps ne semblait qu'aggraver la douleur. Au travail, son équipe a commencé à remarquer le changement. L'homme qui dirigeait autrefois avec fermeté semblait maintenant distrait, irritable, émotionnellement absent. Julien a commencé à déléguer des décisions importantes, à annuler des voyages et à partir plus tôt. Mais en rentrant chez lui, il trouvait une scène de plus en plus sombre. Les garçons évitaient leur propre chambre. Ils dormaient sur le canapé, enlacés, même avec toutes les lumières allumées. Ils ont inventé d'étranges rituels. Ils ne pouvaient pas dormir sans dire 5 prières spécifiques, ni boire de l'eau dans des verres normaux, seulement dans les 2 qui avaient appartenu à leur mère. Voir cela lui faisait mal. Julien les observait en silence, essayant de prétendre que tout était sous contrôle. Mais à l'intérieur, il se demandait où il avait échoué. Comment cet homme habitué à gérer des chiffres, des tableurs, des diagnostics et des décisions difficiles, ne parvenait-il pas à gérer la peur de 2 garçons de 5 ans? Et pire encore, il commençait à croire que peut-être personne ne le pourrait. Quand il a reçu l'appel de l'école, lui demandant de venir chercher ses fils de toute urgence, Julien a compris que le problème avait débordé des murs de la maison. Ils se sont endormis pendant le cours de mathématiques et en se réveillant, ils ont paniqué. L'un d'eux s'est mis à crier qu'il faisait trop noir et qu'il ne voulait pas être emmené. Julien est arrivé à l'école en 20 minutes, le cœur battant. Il a trouvé ses fils tremblants, les yeux baissés, et la directrice avec une expression grave.
Les enfants sont épuisés émotionnellement, monsieur Dubois, et nous ne pouvons plus prétendre que ce n'est qu'une phase. Il a acquiescé d'un signe de tête. Pour la première fois, il a senti qu'il était peut-être face à quelque chose que même tout son amour de père ne pourrait pas guérir seul. Le lendemain matin, Julien a à peine eu le temps de prendre un café. Une réunion importante avec des investisseurs étrangers l'attendait dans le quartier d'affaires de la ville. Il a enfilé son costume coûteux, a répété mentalement les chiffres et a essayé de passer en mode pilote automatique, celui qui fonctionnait toujours. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avant même le début de la présentation, son téléphone a vibré 5 fois de suite. À la 5e, il a répondu, le cœur déjà serré. C'était l'école. Monsieur Dubois, les garçons doivent être récupérés immédiatement. L'un d'eux a fait une crise pendant la récréation, criant que la femme en gris était dans les couloirs. Les autres élèves ont eu peur. Julien ne s'est même pas excusé. Il a quitté la salle comme un fugitif, laissant derrière lui des mois de négociations et un contrat de plusieurs millions, sur le point d'être signé. Quand il est arrivé à l'école, il a trouvé un petit groupe de parents rassemblés à l'entrée, chuchotant. Il a reconnu l'une des mères, une amie d'Hélène, mais elle a détourné le visage dès qu'elle l'a vue. Un autre père a secoué la tête comme pour désapprouver quelque chose que Julien ne savait même pas avoir fait. En entrant, il a vu ses fils endormis dans les bras de la conseillère pédagogique, épuisés, le visage rouge de larmes. « Ils ont besoin d'une pause », a-t-elle dit. « Et, avec tout le respect que je vous dois, vous aussi. » Cela a dépassé les limites du deuil. Julien a hoché la tête, les yeux baissés, essayant d'avaler sa fierté. En sortant, les portant tous les deux dans ses bras, il a senti des regards durs lui transpercer la peau. Pour la première fois, il s'est rendu compte que le monde le jugeait aussi. L'homme qui a réussi. L'entrepreneur froid. Le père qui ne s'en sort pas avec 2 enfants. Dans la voiture, le silence était dense. Jusqu'à ce que, depuis la banquette arrière, Léo brise le vide. « Papa, est-ce que maman est morte parce qu'elle dormait ?» Julien s'est figé. Il a essayé de garder les mains fermes sur le volant. Hugo a ajouté « Si on dort, la femme en gris nous emmène aussi. » Il a dû arrêter la voiture, respirer profondément. Sa poitrine se serrait comme si une tonne était sur le point de s'effondrer sur ses épaules. « Non, mes amours, dormir est sans danger. Maman avait un problème au cœur. Elle n'est pas morte parce qu'elle dormait. » Mais il savait que cette explication ne suffisait pas. Pas pour 2 enfants qui avaient trouvé le corps de leur propre mère dans son lit, encore chaud, sentant encore son odeur. Rien de ce qu'il pourrait dire ne pourrait effacer cette image. Cette nuit-là, Julien a pris une décision désespérée. Il a installé un campement dans le salon. Il a mis les matelas par terre, l'un à côté de l'autre. Il est resté avec les garçons jusqu'à la dernière seconde de lucidité. Il a laissé toutes les lumières de la maison allumées. Il a engagé un agent de sécurité pour rester à la porte d'entrée toute la nuit. Il a installé des détecteurs de mouvement. Il a vérifié les caméras extérieures. Tout était sous contrôle, du moins techniquement. Mais à 2h47, le cri a déchiré le silence. « Elle arrive, papa, elle est dans l'escalier !» Julien a couru, le cœur battant la chamade. Léo et Hugo montraient avec panique l'escalier vide. La lumière en haut vacillait. La porte du premier étage était entr'ouverte. Il n'y avait personne. Rien. Aucun signe. Mais la terreur dans les yeux de ses fils était réelle. Julien les a serrés fort dans ses bras. Ils ont pleuré ensemble, tous les 3, sur le sol froid du salon. Et là, entre les larmes, il a réalisé quelque chose de douloureux. Peut-être qu'il n'y avait rien qui clochait dans la maison. Peut-être que ce qui hantait ses enfants n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le lendemain, poussé par le désespoir et la culpabilité, il a engagé une équipe spécialisée en enquête paranormale, même sans y croire, même en trouvant cela absurde. Il les a laissés installer des capteurs, des microphones, des caméras thermiques. Après 2 jours d'enregistrement, le rapport fut simple et cruel. Aucune activité anormale détectée. La peur est réelle, mais elle n'est pas externe. Julien a regardé le rapport et a senti son estomac se nouer. La femme en gris n'existait pas. Mais pour ses fils, elle était plus réelle que n'importe quel agent de sécurité engagé. Et à ce moment-là, il a su
Ce n'était plus une question de traitement, c'était une question de reconnexion. Quelqu'un devait sauver ces garçons des ténèbres, quelqu'un qu'ils écouteraient, en qui ils auraient confiance, quelqu'un qui avait plus que de la technique, quelqu'un avec une âme. Julien a passé les jours suivants en mode automatique. Il a annulé ses rendez-vous. Il a mis son téléphone en silencieux. Il a oublié les emails, les délais, les réunions. Tout ce qu'il parvenait à faire, c'était observer ses fils et échouer à les comprendre. Léo et Hugo ont commencé à refuser de dormir dans leur propre chambre. Ils pleuraient s'ils étaient séparés. Ils dormaient entassés sur le canapé du salon, couverts d'oreillers, les yeux encore ouverts. Au moindre bruit, ils sursautaient comme s'ils s'attendaient à une attaque. Ils ont commencé à créer des règles de protection. Ils ne pouvaient pas mettre un pied hors du tapis après 21 heures. Ils ne pouvaient porter que le pyjama bleu, jamais le gris. Toute dérogation à ces normes était suivie de panique. Julien assistait à tout cela, le cœur brisé. Il obéissait à chacun des rituels comme s'il s'agissait de règles sacrées. Il allumait toutes les lumières. Il laissait la télévision allumée sans le son. Il dormait avec eux, serré sur le canapé. Tout cela en échange de quelques minutes de paix. Mais la paix ne venait pas. Une nuit, après une nouvelle frayeur, un bruit quelconque venant du couloir, suivi des cris des garçons, Julien s'est enfermé dans la salle de bain. Il a mis la douche chaude et s'est assis par terre. Pour la première fois depuis les funérailles d'Hélène, il a pleuré sans retenue. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de l'épuisement, c'était de la culpabilité. Il se sentait comme un imposteur. Un homme qui réussit en apparence, mais brisé à l'intérieur. Quelqu'un qui avait perdu non seulement sa femme, mais aussi son propre cap, et ses fils coulaient avec lui. Le lendemain matin, le visage encore bouffi, il a pris la décision de chercher une autre nounou. Il savait que cela paraissait naïf après tant de tentatives, mais quelque chose en lui murmurait « Et s'il y avait encore une chance ?» Il a demandé l'aide de sa secrétaire et a contacté une agence différente, spécialisé dans les profils atypiques. « Cherchez quelqu'un qui comprend mieux les gens que les CV », a-t-il demandé. Quelqu'un avec du tact, de l'instinct. Il a reçu 3 recommandations. La première était une infirmière à la retraite avec une spécialisation dans les troubles du sommeil chez l'enfant. La deuxième, une thérapeute par le jeu avec un master en neurosciences et une expérience du deuil précoce. La troisième, une femme nommée Chloé Moreau, sans diplôme universitaire, sans titre, mais avec 15 ans d'expérience pratique comme aide-soignante dans des foyers d'accueil et des communautés défavorisées. Julien a programmé les 3 entretiens pour le week-end suivant. Le vendredi, quelque chose de curieux s'est produit. Les garçons étaient allongés sur le canapé, trop fatigués même pour jouer. Hugo a regardé le plafond et a marmonné « On aurait dû être des animaux comme des oiseaux. » Les oiseaux n'ont pas besoin de dormir dans un lit. Et ils dorment bien. Julien n'a seulement répondu par une caresse dans les cheveux de son fils. Mais cette phrase est restée gravée dans son esprit. Oiseau, instinct, protection. Le samedi matin, il a reçu les 2 premières candidates. Toutes 2 ont parlé avec assurance, ont apporté des manuels, des théories, des diagnostics. L'une d'elles a regardé directement les garçons et a dit « Vous avez peur parce que vous n'avez pas encore compris que votre maman est morte. » Léo a quitté la pièce en pleurant. Julien les a congédiées toutes les 2 poliment, mais sans espoir. Et puis, dans l'après-midi, Chloé est arrivée. Elle était en retard. Elle portait une vieille valise et un sac en tissu avec des dessins d'enfants. Elle portait un chemisier simple et un pantalon en tissu léger. Ses cheveux étaient attachés en un chignon défait et elle avait un sourire si authentique qu'il semblait d'une autre époque. « Excusez-moi pour le retard, monsieur Dubois. Le bus est tombé en panne et je me suis perdu dans le quartier. » Il allait répondre formellement, mais il a été interrompu par sa propre surprise. Léo et Hugo s'étaient approchés sans que personne ne les appelle. Ils regardaient Chloé avec curiosité. Elle s'est accroupie à leur hauteur, a sorti un petit dragon en tissu de son sac et a demandé « Vous connaissez Dundun ? C'est un dragon qui protège le sommeil des enfants spéciaux. Il n'apparaît qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. » Les garçons ont écarquillé les yeux. Julien, qui observait tout en silence, a senti quelque chose de différent dans l'air.
Chloé n'a posé aucune question sur le deuil, les traumatismes ou les diagnostics. Elle a simplement établi une connexion. Pendant une demi-heure, elle est restée avec les jumeaux dans le salon. Elle a inventé une histoire sur le champ, utilisant les coussins comme des montagnes et le canapé comme un château. Les garçons ont souri. Pour la première fois depuis des mois, ils ont souri. Quand Chloé est partie, Léo a couru vers la porte. « Madame, vous revenez demain ?» Elle a regardé Julien et a répondu d'une voix douce « Si ton papa est d'accord, oui, je reviens, et j'apporterai le bouclier de Dandun. » Julien a fermé la porte, les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait ressenti. Il savait seulement que, pour la première fois, quelqu'un était entré dans cette maison sans avoir peur de l'obscurité. Et peut-être, juste peut-être, était-ce la lumière qui manquait. Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu en essayant d'aider quelqu'un que vous aimez? Et pourtant, cela ne semblait jamais suffisant. Si oui, commentez « Je comprends », juste pour que je sache que vous êtes là, que cette histoire touche aussi quelque chose en vous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne luttons pas seuls. Chloé est revenue le lundi matin, comme promis. Elle est arrivée avec la même valise usée et un sourire chaleureux. Mais cette fois, elle a aussi apporté une grande boîte en carton, entièrement peinte à la main avec des dessins d'étoiles, de lunes et de petits dragons colorés. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets improbables. Des plumes, des carillons, des morceaux de tissu, des fioles qui sentèrent la lavande et un dossier rempli de dessins d'enfants jaunis par le temps. « C'est ma mallette de courage », dit-elle en ouvrant la boîte devant Léo et Hugo, qui la regardaient avec des yeux brillants. Tout ce qu'il y a ici a été choisi par des enfants qui, un jour, ont aussi eu très peur de dormir. Julien, adossé au mur, observait la scène en silence. Il était sceptique, oui, mais quelque chose chez Chloé dissolvait lentement ses résistances internes. Chloé n'a pas demandé aux garçons de parler de leur mère. Elle n'a pas posé de questions sur les cauchemars. Au lieu de cela, elle s'est assise par terre avec eux et a dit « J'ai besoin de votre aide pour une mission secrète. Nous allons construire le bouclier de Dandun. »« C'est un vrai ?» demanda Hugo, prudent. « Il est aussi vrai que la peur que vous ressentez. Sauf que le bouclier est plus fort. Ils ont passé la matinée à dessiner des symboles de protection, à découper des tissus, à positionner les carillons au bon endroit de la maison. Chaque coin a reçu un nom spécial, la fenêtre de lumière, le coin du silence, le tapis des gardiens. Chloé laissait les garçons créer les règles. Elle ne faisait que les guider, avec patience et une attention totale. « C'est normal d'avoir peur », disait-elle. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. Quand Julien est rentré du travail ce soir-là, il a trouvé ses fils en pyjama, assis dans le salon, attendant l'histoire du bouclier. Chloé a lu avec des intonations, des pauses dramatiques et des voix amusantes. À la fin, les garçons ont applaudi. « Êtes-vous prêts à activer le bouclier ?» a-t-elle demandé. Léo et Hugo ont hoché la tête. Chloé les a guidés dans un petit rituel de respiration, a placé les objets dans leur chambre et a dit « Maintenant, vous avez quelque chose qui vous protège à l'intérieur et à l'extérieur. » Julien les observait la poitrine serrée, essayant de comprendre comment une femme qu'il connaissait à peine réussissait là où aucun expert n'avait réussi, faire croire à ces garçons qu'ils étaient en sécurité. Cette nuit-là, ils ont dormi 4 heures d'affilée. C'était la première fois en près de 9 mois que Julien n'avait pas eu à se lever au milieu de la nuit. Le lendemain matin, Chloé a préparé un petit déjeuner ludique. Les crêpes du gardien de la nuit. Chaque crêpe avait un dessin fait avec du miel, un bouclier, un dragon, une étoile. Manger ça, ça donne du courage même au cœur, a-t-elle expliqué avec légèreté. Les garçons ont tout mangé. Julien ne se souvenait pas de la dernière fois qu'ils avaient vidé leur assiette. La deuxième nuit, Chloé les a invités à créer une carte des beaux rêves. Avec du papier craft et des crayons de cire, ils ont dessiné tout ce qu'ils aimaient. Leur mère faisant un gâteau, leur père jouant à cache-cache, le jardin, le chien de la voisine. Ils ont collé la carte sur le mur de leur chambre. « C'est pour vous rappeler ou revenir quand les rêves sont mauvais », a-t-elle expliqué. Et d'une manière ou d'une autre, ça a marché.
Les garçons se réveillaient encore une fois ou deux, mais pas en panique. Ils appelaient Chloé doucement, et elle y allait, calmement, pour les ramener au sommeil avec une histoire ou une respiration guidée. La 4e nuit, Léo a dit quelque chose qui a coupé le souffle à Chloé. La dame en gris est encore venue, mais le bouclier ne l'a pas laissé entrer. Cette semaine-là, Julien a commencé à rentrer plus tôt à la maison. Il trouvait Chloé en train de jouer avec ses fils, de cuisiner, de lire des histoires. La maison, autrefois silencieuse et tendue, sentait maintenant la nourriture chaude et était remplie du son de petits rires. Un soir, alors que la routine semblait déjà magique, Chloé s'est assise sur le canapé avec les jumeaux et a demandé « Si vous pouviez parler à votre maman pendant 1 minute, que lui diriez-vous » Léo a réfléchi quelques secondes, qu'on l'aime toujours et que tout va bien. Parce que maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui aide à s'occuper de nous. Hugo a ajouté « Mais qu'on ne l'a pas oublié, hein ?» Chloé a simplement hoché la tête, retenant son émotion. Cette nuit-là, Julien est passé devant la chambre de ses fils et a entendu leur respiration légère. Il dormait paisiblement, main dans la main. Il s'est appuyé contre la porte et est resté là quelques minutes, en silence. Il n'y avait pas de vrai dragon, ni de bouclier, mais il y avait quelque chose de nouveau dans cette maison, de l'espoir, et pour la première fois depuis très longtemps, de la paix. Les jours suivants semblaient faits d'une nouvelle matière, le calme. Chloé n'a pas changé la maison par de grands gestes. Elle a changé l'énergie, les petits détails. Elle a installé des rideaux plus épais dans les chambres, ce qui rendait l'atmosphère plus douillette. Elle a remplacé les ampoules blanches par des lumières chaudes, presque orangées, qui rappelaient les après-midi chez leur grand-mère. Elle a laissé un diffuseur de lavande allumé pendant la nuit. Rien de clinique. Tout était fait avec intuition, avec une touche d'affection. Plus important encore, elle a créé des routines qui apportaient du sens et de la sécurité émotionnelle. Chaque soir, avant de dormir, Léo et Hugo faisaient ensemble l'activation du bouclier invisible. Ils touchaient les cristaux qu'ils avaient collés sur la tête de lit, récitaient les mots magiques créés par eux et répétaient à voix basse « On est protégé, on est aimé, on est ensemble ». Et quand Chloé disait « Bonne nuit », ils ne pleuraient plus. Julien, qui au début se contentait d'observer de loin, a commencé à s'approcher lentement. Il s'asseyait sur le tapis pendant les histoires. Il demandait la signification des objets. Parfois, il était invité à participer au rituel, et il acceptait, même en se sentant un peu ridicule. « Tu dois passer le cristal sur ton front, papa. Ça aide à enlever la peur », expliquait Hugo sérieusement. Il obéissait. Chloé ne riait jamais, ne corrigeait jamais, ne disait jamais que c'était dans leur tête. Pour elle, tout était une vérité émotionnelle et méritait le respect. Pendant la journée, les garçons se sont remis à courir dans le jardin. Ils ont créé des codes secrets avec Chloé, des noms amusants pour des choses simples. Le mixeur est devenu la machine à potions, la couverture bleue, la cape d'invisibilité. Même le vieux canapé du salon a reçu un nouveau titre, le trône des braves. Julien, peu à peu, a commencé à ressentir le manque de ces moments. Il s'est rendu compte qu'il passait plus de temps dans la cuisine, à écouter les conversations. Parfois, il s'asseyait par terre avec les trois, une tasse de café à la main et un sourire contenu sur le visage. Il se surprenait à rire de bêtises, à ralentir, à revenir. Un après-midi, alors qu'il observait ses fils dessiner dans le jardin, Chloé a commenté « Ils dorment mieux, n'est-ce pas ?» Julien a hoché la tête. 7 heures la nuit dernière. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que c'est arrivé. Ils se réveillent encore parfois, mais la peur change de forme, a-t-elle expliqué. Maintenant, ils m'appellent moi, pas leur mère. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la guérison. Julien la regarda attentivement. Chloé avait une façon simple de dire de grandes vérités. Il n'y avait aucune dramatisation dans rien, juste de la présence, de la vérité, et une capacité rare à accueillir ce que la plupart voulaient réparer de force. À l'école, les enseignants ont commencé à remarquer la différence. Léo a recommencé à participer au cercle de discussion. Hugo a ri aux éclats à l'heure du goûter. La directrice a appelé Julien. « Je voulais vous féliciter. Quoi que vous fassiez, continuez. Les garçons s'épanouissent. » C'est là que Julien a réalisé quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas seulement une question de sommeil,
C'était une question d'appartenance. La maison était de nouveau vivante. Un dimanche matin, Chloé a appelé les garçons pour préparer un petit déjeuner des gardiens. Ils ont fait des crêpes en forme de bouclier et ont bu un smoothie rose avec de la potion de courage. Julien a aidé à servir. Il est resté là, debout, à observer cette scène. Ses deux fils riant, la bouche barbouillée de miel, et Chloé fredonnant doucement en retournant les crêpes. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu ça ici », a-t-il commenté, presque dans un murmure. « Cette légèreté !» Chloé n'a pas répondu. Elle l'a juste regardé et a souri. Et à cet instant, Julien a senti quelque chose qui grandissait lentement, mais qui devenait maintenant impossible à ignorer. Il n'admirait pas seulement Chloé. Il s'attachait à elle, pas seulement pour la façon dont elle s'occupait des garçons, mais pour la façon dont elle remplissait les espaces vides de la maison et de son cœur. Et c'est à ce stade du cheminement silencieux que Julien a commencé à craindre quelque chose de nouveau. Et si c'était temporaire? Et si, une fois de plus, il devait voir quelqu'un partir? Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas encore, quelque chose que Chloé ressentait aussi, même sans encore rien dire. Parfois, on entre dans la vie de quelqu'un en pensant qu'on est là pour réparer une partie, et on finit par faire partie du tout. Ce soir-là, après que les garçons se soient endormis, sans crise, sans rituels exagérés, juste avec une histoire et un baiser, Julien est resté dans le salon. Il est resté à observer la lumière chaude de la lampe, le silence confortable de la maison, le son doux du vent frappant les carillons que Chloé avait suspendus près de la véranda. Elle est apparue quelques minutes plus tard, une tasse de thé à la main, déjà sans son tablier, les cheveux lâchés et un regard serein de celle qui avait porté la journée avec dignité. « Ils se sont endormis vite ce soir », a-t-elle commenté en s'asseyant sur le canapé à côté de lui. « Tu as remarqué ?» a répondu Julien, sans cacher son étonnement. « Ils ont dormi comme des enfants. » Elle a souri, regardant sa tasse, parce qu'ils redeviennent des enfants. Petit à petit. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. C'était un silence dense, rempli de tout ce qui n'avait pas encore été dit entre eux. Julien a pris une profonde inspiration. « Chloé, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle a hoché la tête, sans se presser. « Avez-vous déjà voulu avoir des enfants ?» Elle a souri avec les yeux. « J'ai toujours voulu. Mais la vie n'a pas suivi ce chemin. J'ai commencé à travailler avec des enfants très jeunes, et je suppose que, d'une certaine manière, j'ai adopté des petits morceaux de chacun. Je n'ai jamais eu d'enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants de cœur. » Julien est resté silencieux quelques secondes. Et puis, sans détour, il a dit « Vous savez que mes fils vous voient comme une mère, n'est-ce pas ?» Elle a baissé les yeux vers le sol, a respiré lentement. « Je sais, et je ressens la même chose pour eux. » Cette confession n'est pas venue avec de la gêne. Elle est venue avec l'honnêteté de quelqu'un qui a déjà dépassé le point de non-retour émotionnel. Julien a réalisé qu'il n'avait plus besoin de rien cacher. Le désir de protéger Chloé, de la voir près de lui, de la voir sourire, ce n'était plus de la gratitude. C'était de l'amour. Mais il hésitait encore. « J'ai peur de gâcher ça », a-t-il admis. « Tout ce que vous avez construit avec eux. Si je dis quelque chose au mauvais moment, si on mélange tout… » « Julien, » l'interrompit Chloé en le regardant droit dans les yeux. « J'ai peur aussi, mais je pense qu'il se passe quelque chose de plus fort que la peur ici. » Julien a senti son cœur se serrer. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, il s'est permis de désirer un avenir différent, non pas parce qu'il oubliait, mais parce qu'il était prêt à continuer. Le lendemain matin, il a agi comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pendant que Chloé préparait le petit déjeuner avec les garçons, il est allé dans leur chambre, à examiner l'environnement. La lumière du climatiseur clignotait. Un léger bourdonnement, presque imperceptible, venait de la tuyauterie. Il n'avait jamais prêté attention à ce détail. Il a tout noté. Il a passé le reste de la journée à régler des minuteries, à changer des filtres, à installer un humidificateur avec un bruit blanc, une suggestion qu'il avait lue dans un vieil article et que, d'une certaine manière, Chloé utilisait déjà intuitivement. Quand elle est arrivée en fin d'après-midi, elle a trouvé la maison différente, mieux organisée,
plus légère. « Vous avez changé les cycles de l'air ?» « Il y avait un bruit intermittent vers 2h30 du matin, a-t-il expliqué. Ça coïncide avec les heures des crises. J'ai pensé que ça valait la peine d'essayer. » Chloé a souri, surprise. « Vous observez alors ? J'apprends de vous. » Elle n'a rien dit. Elle l'a juste regardé d'une manière que Julien n'avait jamais vue. Un regard qui mêlait gratitude, tendresse et peut-être quelque chose de plus. Cette nuit-là, les garçons ont dormi 7 heures d'affilée. La nuit suivante, 8. La 3e nuit, ils se sont réveillés en souriant. Pas parce qu'ils avaient fait un beau rêve, mais parce que pour la première fois, ils ne se souvenaient pas de ce dont ils avaient rêvé. Ils avaient juste dormi. Le samedi, Chloé a suggéré une sortie au parc. Julien a hésité. Cela faisait des mois que les garçons n'étaient pas allés dans des lieux publics sans paniquer, mais elle a insisté. Ils ont besoin de se souvenir que le monde est toujours un endroit agréable, et ils y sont allés. Léo a apporté un dragon en tissu. Hugo, un dessin du bouclier invisible. Ils ont couru dans l'herbe, ont joué avec d'autres enfants, ont bu du jus en briques et ont mangé du pop-corn. Julien regardait de loin, assis sur un banc, les yeux remplis d'eau. « Ils reviennent à la vie », dit-il à voix basse, plus pour lui-même que pour Chloé. Elle s'est assise à côté de lui. Lui a touché légèrement la main sur son genou. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un geste de quelqu'un qui comprend le poids que l'autre porte et qui offre sa force en silence. Sur le chemin du retour, Hugo a dit « Papa, la dame en gris n'est pas venue aujourd'hui. Pourquoi donc ? Je pense qu'elle ne peut pas entrer quand on est très heureux. » Julien a ri, Chloé aussi, et personne n'a corrigé. Parce que là, dans cette voiture, le bonheur était un véritable bouclier. Ce soir-là, Julien a préparé le dîner. Chloé est restée assise avec les garçons à dessiner. Et tandis qu'il remuait les pâtes dans la casserole, il a senti quelque chose s'allumer dans sa poitrine. Le désir de construire, de continuer. Pas avec n'importe qui, avec elle. Plus tard, quand les garçons se sont endormis, il l'a appelée sur la terrasse. Il était nerveux, mais il savait qu'il devait le dire. « Chloé, je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle est restée silencieuse. « Je ne veux rien précipiter. Je voulais juste que tu le saches. Tu n'as pas seulement sauvé mes fils. Tu m'as sauvé moi aussi. » Chloé le regarda, les yeux embués de larmes. « Je suis là, et je ressens tout ça aussi. » Ils ne se sont pas embrassés. Pas encore. Mais là, dans ce long regard, il y avait une promesse silencieuse. L'amour peut revenir, d'une autre manière, mais il le peut, et le plus important, il peut être encore plus beau quand il vient après la douleur. La nouvelle s'est répandue rapidement, même sans être annoncée. La famille Dubois changeait, et les gens autour ont commencé à s'en rendre compte. À l'école, les enseignants commentaient avec un mélange de soulagement et de surprise. Léo participait maintenant au cercle de lecture, levait la main pour répondre aux questions. Hugo souriait fréquemment, faisait des blagues timides avec ses camarades, ne restait plus collé à son frère pendant la récréation. La directrice, qui pendant des mois avait évité de faire des pronostics optimistes, a appelé Julien pour discuter. Je sais que je l'ai déjà dit, mais sincèrement, je n'ai jamais vu un tel revirement. Julien a souri, sobrement. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui parle leur langue, quelqu'un qui écoute avec le cœur. Et cette nounou, commenta-t-elle curieuse, elle est plus qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Julien a hoché la tête sans avoir besoin d'expliquer davantage. Dans le voisinage, les changements sont également devenus visibles. Les voisins qui chuchotaient auparavant en le voyant arriver tête basse avec ses fils dans les bras, le voyaient maintenant sourire au portail, observant les deux jouer dans le jardin. Le même jardin qui était autrefois silencieux était maintenant le théâtre de rires, de jeux improvisés et de petites découvertes. Un après-midi, l'ancienne amie d'Hélène, la même qui détournait le regard, a arrêté sa voiture devant la maison. Elle a appelé Julien par son nom. « Je peux te dire quelque chose ?» Il s'est approché d'elle, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Je pensais que tu n'y arriverais pas. Et je me suis trompé. Les garçons sont différents. Tu es différent. » Julien a simplement hoché la tête, sans vanité, sans fierté.
C'était juste une reconnaissance silencieuse d'une bataille qui était encore en train d'être gagnée, jour après jour. Au travail, les employés ont également remarqué le changement. La fermeté est revenue dans le regard de Julien, mais elle était maintenant autre, plus légère, plus humaine. Il a commencé à mieux déléguer, à écouter davantage. Il s'est fixé des horaires stricts pour partir tôt et rentrer chez lui. Et, à la surprise générale, il a refusé une fusion de plusieurs millions avec un groupe étranger. Pourquoi, ont-ils demandé? Parce que je ne veux plus construire quelque chose de grand au détriment de ce qui est essentiel, a-t-il répondu. Au fond, tout le monde savait. L'essentiel avait maintenant un nom, et ils dormaient sur 2 petits matelas côte à côte avec un dragon en tissu entre eux. Un samedi, lors de la traditionnelle réunion des associés du groupe Dubois, l'un des directeurs, Marc, le plus ancien, a fait un commentaire sans filtre. « Tu as disparu des gros titres, Julien. Je pensais que tu allais couler après la perte d'Hélène. Mais non seulement tu es revenu, mais tu es devenu un autre homme. Certains disent même que tu es retombé amoureux. » Julien a souri, et pour la première fois, n'a pas nié. Il y a des choses qu'on ne planifie pas, on les reconnaît simplement quand elles arrivent. C'est sérieux alors, ça l'est. Sérieux et juste. Et les garçons, comment vivent-ils avec cette nouvelle figure? Julien a regardé par la fenêtre de l'immeuble. En bas, Chloé attendait avec les jumeaux, tous prêts à déjeuner ensemble après la réunion. Il a soupiré. Elle n'est pas une nouvelle figure. Elle fait partie de la guérison. Le commentaire s'est répandu, bien sûr. En peu de temps, toutes les connaissances, les associés, les employés et la famille savaient que Julien Dubois, l'homme qui avait failli s'effondrer après la mort de sa femme, marchait maintenant aux côtés d'une femme sans diplôme, sans statut, mais avec un pouvoir rare, celui de voir avec le cœur. Il y a eu, oui, de la résistance. Une tante éloignée a appelé indignée. « Mais Julien, une nounou, avec ton niveau de vie, je m'attendais à autre chose. » Et lui, calmement, a répondu « Je m'attendais aussi à autre chose. Mais, Dieu merci, j'ai reçu quelque chose de mieux que ce à quoi je m'attendais. » Un autre ami, de ceux qui confondent prestige et valeur, a ironisé lors d'un dîner. « Tu vas vraiment officialiser, épouser la nounou et le patrimoine ?» Julien a simplement souri. « Le plus grand patrimoine que j'ai, ce sont mes enfants. Et elle est la raison pour laquelle ils sont vivants à l'intérieur. » Ces réponses ont commencé à susciter une sorte de nouveau respect. Les gens qui riaient en silence parlaient maintenant avec prudence. Ceux qui jugeaient auparavant ont commencé à admirer. Et plus que cela, ceux qui tenaient vraiment à lui ont commencé à être émus. Chloé a également senti le changement. Dans la rue, elle n'était plus seulement la gardienne. Elle était la femme qui avait redonné de la couleur à une maison, qui était devenue un deuil. Les mères de l'école ont commencé à s'approcher. L'une d'elles, timide, a confié « Vous êtes le genre de personne que j'aurais voulu avoir près de moi quand ma fille a fait une dépression. » Chloé a remercié, émue. Au fond, elle ne se sentait pas différente. Elle continuait à se lever tôt, à préparer les goûters avec soin, à écouter les peurs des garçons, à lire des histoires avant de dormir. Mais, maintenant, il y avait une reconnaissance silencieuse autour d'elle, pas pour les titres, mais pour la présence. Un dimanche, lors d'une sortie en famille au zoo, Hugo a montré un panneau et a dit « Maman aurait adoré cet endroit, n'est-ce pas ?» Julien a regardé Chloé. Elle a hoché la tête avec un sourire. « Oui, elle aurait adoré. Et elle est là avec nous d'une manière différente. » Léo lui a pris la main sans rien dire. Il l'a juste serrée. Comme pour confirmer, maintenant, on a 2 mamans. À cet instant, au milieu du zoo, entouré d'autres familles, Julien a su, le monde regardait. Mais plus important encore, les garçons ressentaient. Et rien d'autre n'importait. Julien a appris que le deuil n'a pas de ligne d'arrivée. On ne guérit pas d'une absence. On apprend à marcher avec elle. Pendant longtemps, il a pensé qu'il devait vaincre la douleur pour recommencer à vivre, comme si la tristesse était un mur à abattre, alors qu'en réalité, c'était une pièce sombre qu'il devait apprendre à éclairer. Et cette lumière, a-t-il découvert, ne venait pas de la force. Elle venait de la présence. Chloé n'a pas pris la place d'Hélène.
Elle a construit un nouvel espace, à côté, avec de l'affection et de l'écoute, avec du temps, avec de la simplicité. Et c'est ce que Julien a compris, en fin de compte, que l'amour n'est pas une compétition, c'est une addition. Léo et Hugo se sont remis à dormir, non pas parce qu'ils ont oublié le traumatisme, mais parce que quelqu'un leur a appris qu'il est possible d'avoir peur et de continuer à avancer quand même, que ressentir le manque ne signifie pas vivre prisonnier du passé, et que se souvenir de sa mère avec tendresse est différent d'être englouti par son absence. La plus belle leçon n'est pas venue d'un spécialiste ni d'un livre coûteux. Elle est venue d'une femme ordinaire avec une âme immense qui n'a jamais essayé de réparer personne. Elle a simplement marché à leur côté avec patience et vérité, jusqu'à ce que les gouffres deviennent des ponts. Julien a appris que reconstruire, ce n'est pas effacer, c'est inclure le souvenir, la douleur, l'absence, et continuer à aimer malgré tout. Et dans un monde où tant de gens feignent la force, il a découvert que se permettre d'être soigné est aussi un acte de courage. Son histoire, en fin de compte, ne portait pas sur le fait de trouver quelqu'un pour ses enfants. Elle portait sur la redécouverte de son propre rôle de père, d'homme, d'humain, et sur la compréhension que parfois, celui qui sauve une famille entière est précisément la personne que le monde n'attendrait jamais. Le temps a passé. Pas beaucoup. Juste assez pour que les racines commencent à s'ancrer. 6 mois après cette première rencontre, Chloé n'était plus la nounou. Elle faisait partie de la maison, partie des jours, partie de l'histoire. Il n'y a pas eu de demande en mariage formelle, ni de fête. Ce qui s'est passé a été plus subtil. Un matin, Léo s'est réveillé et a demandé si Chloé allait continuer à vivre avec eux pour toujours. Julien l'a regardé en souriant et a répondu avant même d'entendre sa réponse « Oui, elle va rester ». Peu à peu, Chloé a assumé le rôle qu'elle occupait déjà dans le cœur des garçons. Pas comme une remplaçante, mais comme une continuation vivante de l'amour. Julien disait, avec fierté, qu'il avait trouvé non seulement quelqu'un pour s'occuper de ses enfants, mais quelqu'un qui s'occupait du silence entre eux. Et ça, a-t-il appris, valait plus que n'importe quel CV. Léo s'est remis à jouer de la guitare avec son grand-père. Hugo a commencé une thérapie par le dessin, quelque chose qu'il refusait auparavant par peur. Chloé l'accompagnait aux séances, toujours avec la même délicatesse, un pas à la fois, à son rythme. À l'école, les enseignants disaient que les frères étaient devenus des références émotionnelles pour leurs camarades. Ceux qui réconfortaient le plus quand quelqu'un pleurait ou se sentait à l'écart. Peut-être parce qu'ils savaient dans leur chair ce que c'est que de se sentir trop seul. Julien a repris ses affaires. Mais maintenant, avec une autre priorité, chaque fin de journée, à 18 heures précises, le téléphone sortait de sa poche et la voiture était déjà en marche. Il ne manquait plus un seul dîner. Et le dimanche, ils ont inventé une nouvelle tradition, le jour du cœur chaud. C'était le jour où ils préparaient quelque chose de spécial ensemble, sans se presser, sans règles. Un pique-nique dans le jardin, une séance de vieux films, un après-midi à peindre le mur de la chambre. Le nom était une idée d'Hugo, parce qu'on dirait que, quand on est tous ensemble, le cœur se réchauffe à l'intérieur. Et personne n'a contesté. Hélène restait présente, dans des portraits discrets, dans des histoires racontées à table, dans des détails gardés avec soin. Chloé n'a jamais essayé de prendre sa place. Elle a simplement marché aux côtés du souvenir et l'a traité avec respect. Et c'est exactement pour cela que, dans cette maison, l'amour a pu recommencer. Pas comme avant, mais de la bonne manière, avec de nouvelles couleurs, de nouvelles peurs et de nouvelles promesses. Des promesses qui dormaient maintenant paisiblement, sous la protection silencieuse d'un bouclier invisible et d'un amour qui a su arriver lentement, mais rester pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous croyez aussi que l'amour peut renaître, même après la douleur, laissez un like. Il montre que ces histoires méritent de continuer à être racontées. Dites-moi ici, dans les commentaires, depuis quelle ville vous regardez. Abonnez-vous à la chaîne si vous croyez au pouvoir des histoires qui guérissent. Et maintenant, choisissez l'une des histoires qui apparaît sur votre écran et rejoignez-moi
pour la prochaine vidéo. Beaucoup d'émotions vous attend.